Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste. Aujourd'hui, nous allons parler de tourisme spatial. Des touristes spatiaux passés, de ceux sans doute à venir, avec une des grandes stars de la vulgarisation scientifique en France, j'ai nommé Roland Lehoucq. Bonjour Roland. Bonjour Florence. Pour être tout à fait honnête et transparente vis-à-vis de la communauté, il faut que je dise d'abord que nous venons d'écrire un livre ensemble qui s'appelle L'humain dans l'espace. C'est vrai, je confirme. Qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est pas forcément pour ça que je t'invite aujourd'hui, mais je voulais être transparente sur le fait qu'on se connaît très bien, on ne le cache pas, on est amis, on a écrit un livre ensemble, c'est dit. Je ne réfute pas cette phrase. Je la vote. Depuis quelques mois, on entend parler beaucoup de tourisme spatial parce que les entreprises privées se sont mises à envoyer des gens dans l'espace qui ne sont pas des astronautes professionnels. Mais d'après les informations que j'ai, le tourisme spatial ne date pas de cette année 2021. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de ce qui s'est passé dans l'espace en termes de tourisme spatial, justement ? Pour ce que j'en sais, il y a eu au début des années 2000 8 touristes spatiaux. Il y a eu plutôt des gens très riches parce que c'était des billets qui étaient vendus sur des Soyouz par une compagnie qui vendait ces billets pour gagner de l'argent finalement, qui les vendait assez cher, c'est quelque chose comme une $30 millions, qui est typiquement le prix pour aller en orbite, c'est des touristes orbitaux, et ça se distingue un peu des touristes récents, qui étaient plutôt suborbitaux, ça on pourra discuter de la différence tout à l'heure. Et il y a eu comme ça un moment, une petite dizaine d'années au début du XXIe siècle, où il y a eu quelques touristes spatiaux, et ensuite ça s'est tassé, et puis ça a recommencé, essentiellement à cause de ces vols suborbitaux qui ont commencé à prendre de l'ampleur. Du coup, est-ce qu'on peut donner la définition de orbital, suborbital ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça exactement ? Orbital, ça veut dire qu'on est en orbite. On tombe vers la Terre en la ratant à chaque instant. On est attiré, et réciproquement, on attire la Terre sous l'effet de la gravitation. Bon, comme c'est la Terre la plus grosse, c'est le corps humain ou le vaisseau qui bouge plus. Et en ayant donné habilement, grâce à une fusée, une vitesse latérale, cette chute libre fait qu'on ne rencontre pas la Terre. Et en une seconde, le vaisseau tombe d'à peu près 5 mètres, enfin si on était au sol à peu près 5 mètres, eh bien, il se déplace sur le côté de à peu près 8 km, un peu moins de 8 km sur le côté, ça l'élève de 5 mètres, durée pendant laquelle il tombe de 5 mètres, il se retrouve à la même altitude qu'il était au départ, et il continue comme ça, et donc il est en orbite circulaire, on va dire, autour de la Terre. Le vol suborbital, c'est assez différent. Si un avion tient en l'air, c'est parce qu'il se déplace rapidement dans l'air de la Terre, et que cela crée une force de portance qui soulève l'avion contre son poids. Dans une atmosphère raréfiée, à haute altitude, la vitesse nécessaire pour voler aérodynamiquement est égale à la vitesse orbitale à cette altitude, on appelle la limite de Kármán. Elle est quelque part vers 80 km d'altitude, et du coup, un peu arbitrairement, on a ensuite fixé la limite de l'espace à 100 km pour faire un chiffre rond, sans doute. Donc, ce tourisme suborbital, il envoie les gens jusqu'à une centaine de kilomètres d'altitude, à une vitesse insuffisante pour être en orbite, mais qui les fait franchir cette altitude de 100 km qui a à voir avec une limite physique. En fait, il y a une limite physique en termes de vol distinguant l'aéronautique, disons, de l'aérospatial. Ils ont fait le minimum pour pouvoir vendre. On est allé dans l'espace, qu'on a franchi l'altitude de 100 km, qui est une valeur, on l'a vu, relativement arbitraire. On sent qu'il y a en arrière-plan de cette discussion, il y a aussi des guerres commerciales finalement. Donc en fait, moi, peu me chose, c'est un commerce et je pense que ça ne devrait pas être l'objet d'un commerce. Voilà, c'est ça le point. Et alors, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Pourquoi tu penses que c'est une très mauvaise idée de faire ce genre de vol pour des touristes ? Je pense que c'est une mauvaise idée parce que, pour l'instant, ceux qui sont capables de faire ça sont les ultra-riches. C'est un vol à $30 millions, donc là, c'est vite vu. Même les vols suborbitaux, moins coûteux, mais enfin quand même, c'est $250 000. C'est une certaine catégorie de population qui peut se payer ça. Alors bien sûr, on me dira, ça permet de financer l'industrie spatiale, il y aura des économies d'échelle qui font que peut-être dans 10 ans, ça ne sera plus que $50 000, et dans 20 ans, ça ne sera plus que $1 000. C'est exactement comme pour l'avion. Qu'on nous dise qu'un jour, ça sera moins cher et que tout le monde pourra le faire, ça m'inquiète prodigieusement. Une fusée, c'est beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. C'est comme un gros engin, c'est beaucoup plus qu'un gros avion. Je parle même d'un vol suborbital. Alors, une fusée comme un Soyouz ou comme une fusée Falcon de SpaceX, c'est encore bien plus d'émissions de CO2. Les émissions par humain, on peut les chiffrer, d'ailleurs c'est pas moi qui les ai chiffrées, j'ai juste téléchargé, c'est disponible sur internet, les Ecological Assessment Report
Les montants de CO2 émis par vol et par passager sont à minima de 6 tonnes jusqu'à 60 tonnes pour une fusée qui vous met en orbite. Je rappelle quand même les limites qui ont été fixées par la COP21 Paris, qui disait que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à l'époque, il fallait que l'émission par humain soit de 2 tonnes par an. Là, on parle d'un unique vol qui dure 15 minutes pour les vols suborbitaux, typiquement, qui peut durer plusieurs jours quand c'est un vol orbital, qui émet entre 3 fois, si c'est 6 tonnes, et 10 fois ça, donc 30 fois cette limite pour un unique vol, et le plaisir d'une personne qui essentiellement est blindée jusqu'au fond des poches. L'idée que ça donne, qu'après tout, on s'assied sur les règles qui sont visées pour l'ensemble de l'humanité, disons de 2 tonnes de CO2 par humain, on s'assied dessus pour un plaisir d'ultra-riche. C'est cette chose-là qui, moi, m'inquiète et que je trouve absolument pas raccord avec, disons, l'ère du temps. Parce que les temps changent, des choses qui peuvent être acceptables et qui ne posaient pas de problème, semble-t-il, il y a 20 ou 30 ans, posent problème maintenant, et donc on ne peut pas les laisser passer. Même si, comme astrophysicien et comme geek ultime, pour partie, l'espace m'intéresse, bien sûr. L'espace est un terrain de jeu intellectuel, mais il y a des choses auxquelles il faut savoir dire non et penser avec sa raison. Je peux pas me résoudre à appeler ces gens qui sont allés dans l'espace en tant que touristes des astronautes, parce que pour moi un astronaute c'est un professionnel de l'espace, donc j'essaye de voir plutôt ça comme du sport extrême. Est-ce que c'est pas moins éthique d'aller faire du hors-piste en sachant que potentiellement pourrait y avoir un problème et donc des hélicoptères qui vont venir nous chercher? Pour moi, c'est du même ordre. Le camp de base de l'Everest est pollué au dernier degré. Il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre du plaisir personnel versus les conséquences de ce plaisir personnel. Tous les rêves sont légitimes. Mais est-ce qu'il est légitime de réaliser tous les rêves auxquels on pense ? C'est une question éthique qui se pose. Traverser l'Antarctique, ça peut être pour des raisons scientifiques. Mais c'est aussi à quelque chose de l'extrême. Remarquons que mettre ces gens dans l'espace, on les justifie aussi pour des raisons scientifiques. Finalement, ces touristes, il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont jeunes, on va les instrumenter un petit peu, et on dira peut-être ça fera progresser la recherche médicale dans l'espace. Les gens qui sont dans l'espace, Thomas Pesquet, tous les astronautes professionnels, il y a un argument aussi scientifique qui est avancé pour les maintenir dans l'espace. En soi-même, ça ne justifie pas. En soi-même, on sent bien que ça frotte un peu. Et donc, on essaie de trouver des arguments. Alors, scientifiques, qui peuvent être pertinents, je ne conteste pas la pertinence, mais on voit qu'il faut accumuler les arguments scientifiques. On va pousser la technique dans ses derniers ressorts. Et donc, on va progresser techniquement. A-t-on vraiment besoin d'aller dans l'espace pour progresser techniquement ? On a inventé l'avion sans aller dans l'espace, l'ordinateur sans aller dans l'espace. Oui, en fait, c'est une question de responsabilité individuelle par rapport à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que quand on veut aller grimper l'Everest ou faire le tour du monde en bateau, etc., on sait que c'est risqué, qu'il va potentiellement y avoir des secours, des moyens mis en place pour nous porter secours. Et là, c'est vraiment un risque individuel qu'on prend, mais c'est toute la collectivité, en fait, qui paye. C'est un faux risque, c'est un risque que l'on prend pour partie, bien sûr, parce qu'il y a toujours, dans ces grandes expéditions, il y a toujours un risque ultime qui est la mort des personnes. La mort, ils en sont conscients, mais ils savent aussi qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes avant leur mort qui peut les sauver de cette mort. Moi, ça me pose vraiment question, ce qui est peut-être un peu moins le cas pour les vols spatiaux, puisque, bon, si la capsule explose, malheureusement, il n'y a plus rien à faire, juste à aller ramasser. On récupérera les morceaux en bas et il y aura aucune chance de survie à un vrai problème, un authentique problème de lancement. Voilà. Pour essayer de faire toujours l'avocate du diable, les vols spatiaux pour le moment sont vraiment pour les ultra riches. Cela dit, tous les vols qui se sont faits cette année ont été payés par un ou plusieurs milliardaires ou millionnaires qui ont invité des gens qui n'ont pas fait payer. Le premier vol Blue Origin avec Jeff Bezos, il a invité une des Mercury 13, Walim Funk, qui a plus de 90 ans et qui a pu enfin aller dans l'espace alors qu'on lui a refusé parce que la NASA ne voulait pas de ça. Là, du coup, il s'en sert pas directement au sens, ce ne sont pas des ultra riches qui payent pour leur plaisir à eux, mais ils payent pour leur image à eux. Voilà. Je ne conteste pas que cette vieille dame de 90 ans ait été ravie de faire les choses. Elle avait qu'à la voir à la descente. C'était évident qu'elle était ravie. C'était évident. Mais du coup, est-ce que ces personnes n'ont pas été, je ne vais pas dire manipulées, mais si on me propose moi, ça serait extrêmement dur. Ou toi même, Florence, si on te dit, Florence,
Tu peux voler sur un truc de Bezos, par exemple. Il faut avoir une force mentale pas négligeable pour refuser ça, alors qu'on te dit c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Honnêtement, je sais pas ce que je ferais, et c'est justement ma prochaine question. Le vol de SpaceX, donc Inspiration 4, c'est un millionnaire qui l'a payé. Il a emmené avec lui une infirmière, une jeune femme qui a survécu à un cancer infantile, etc. Et ça, c'était au profit d'un hôpital. C'est-à-dire que tout ce vol a été fait dans un but caritatif. Et donc, le fait d'avoir fait ce vol, donc ces 3 jours en orbite autour de la Terre, il a pu engranger 200 millions de dollars qu'il a reversé à un hôpital qui soigne les cancers pour enfants. Donc, c'est quand même difficile de dire que... J'aurais une position un peu raide, mais de dire que ces messieurs, dames milliardaires payent leurs impôts et rendent l'argent. Faire du caritatif, bien sûr, ça part d'un bon sentiment, mais néanmoins, s'ils étaient vraiment aussi impliqués dans le bien-être de leurs frères et sœurs humaines, eh bien, ils pourraient faire une chose très simple, payer les impôts des sociétés qu'ils possèdent et donner leur argent et vivre avec $1 million par an. Je pense qu'avec ça, on vit bien. Et le reste du pognon, ils continuent à faire du business, mais tout le reste, ils le donnent, ils le distribuent, et ils ne le distribuent pas où ils veulent, ils le distribuent politiquement, c'est-à-dire au niveau du gouvernement fédéral américain, au niveau du gouvernement français, qui agit pour le bien public. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer. Jeff Bezos, quand même, quelle obscénité. En descendant, il a dit j'ai pu faire tout ça grâce à tous les employés d'Amazon, dont on connaît par ailleurs, par des enquêtes sociales extrêmement claires, les conditions de vie un peu détestables. Et même M. Bezos, qui est invité à Glasgow, à la COP26, pour donner son avis, il redescend la larme à l'œil en disant « Mais j'ai vu la Terre de l'altitude, maintenant ça y est, je suis convaincu qu'elle est magnifique. » Mais je pense qu'avec un peu de raison humaine et en réfléchissant un tout petit peu, on doit pouvoir se convaincre, sans monter à 100 km d'altitude, que la Terre est fragile et qu'on est en train de la piétiner allègrement. Ma dernière question, ça sera, si demain on me propose un vol sur SpaceX ou Blue Origin pour être l'ambassadrice en France de toutes les questions spatiales, environnementales, etc. Qu'est-ce que je fais ? Mais je ne suis pas toi, je ne peux pas répondre à cette question. Si moi on me le proposait, je vous avoue que je serais bien embêté. Je préfère dire non. Il est très probable, même pour pas dire certain, que je refuse ça. Et à la limite, que j'en fasse publicité. Non pas pour me glorifier d'avoir refusé quelque chose, mais pour publiciser sur le fait qu'il faudrait refuser ce genre de choses. Par exemple, cette astronaute, ou cette maintenant astronaute, mais cette femme du programme Mercury, si elle avait refusé qu'elle en fasse publicité, ça aurait eu une portée symbolique très grande. Ça veut dire qu'une femme qui a été dénigrée parce que c'est une femme, ou mise de côté parce que c'est une femme dans des vols spatiaux, qui, quand on lui propose à 90 ans, donc c'est littéralement sa dernière chance, refuse, quelle portée symbolique ça aurait eu considérable. Mais encore une fois, pas de jugement de valeur sur son acceptation. Non, aucune. Je n'ai rien à dire, toi, mais... Ou William Shatner. William Shatner. Le héros Star Trek qui a fait ce vol quelques semaines après. Exactement. Il y a des conséquences dans tout ce qu'on fait, qui sont des conséquences humaines, psychologiques, de toute nature. Il y a aussi des conséquences physiques très concrètes qui mettent en danger littéralement l'habitabilité même de la planète. On est en train de parler d'un problème, je ne vois pas quel problème est plus gros que celui-ci. Il y a des tas de problèmes sur Terre. Celui-ci, c'est le problème, dont en fait un certain nombre d'autres problèmes, finalement, quand on regarde bien, ils sont rattachés ou connexes. Merci pour cette honnêteté. Bon, pour répondre à ma propre question, Virgin Galactic, ça m'intéresse pas. Donc Blue Origin, ça m'intéresse un peu plus, mais je refuserais parce que j'ai déjà vécu la sensation d'un pesanteur. Pour voir la Terre vue de haut, je trouve que c'est pas très intéressant, donc j'aurais pas trop de mal à refuser. Un vol de 3 jours avec SpaceX, je refuserais sans doute, mais ça va piquer. C'est ça. Mais voilà, c'est ça. En revanche, pour être tout à fait honnête, si on me propose d'aller sur la Lune, d'aller marcher sur la Lune, j'y vais. Ah oui, d'accord. Non, mais donc on voit ton niveau. Tout humain a un prix, il suffit de trouver lequel. Le prix de Florence Porcel, c'est la Lune. Voilà. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Roland, merci infiniment. Cette discussion avec toi Florence, comme d'habitude. C'était un grand plaisir de t'accueillir sur Spatialist. Merci encore, et merci à vous toutes, à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner au compte Instagram de String Theory pour de la science et du fun tous les jours. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Spatialist.